Et salutations les rôlistes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année entourées de vos familles, de vos amis et que le pied du sapin était plein de JDR. Alors pour cette toute première vidéo 2022, je vous propose aujourd'hui de parler de la campagne Le règne de la terreur, une campagne pour l'appel de Cthulhu 7ème édition et qui se passe en 1789 pendant la Révolution française dans les rues de Paris. Alors dans un premier temps, je vais vous faire un petit résumé de la campagne, donc attention, spoiler alerte, si vous vous apprêtez à jouer cette campagne, si vous pensez la jouer un jour, n'écoutez pas plus loin, c'est surtout pour les gardiens que mes conseils sont destinés. Donc, premièrement, un résumé de la campagne, et ensuite, je vous expliquerai un petit peu ma méthodologie, comment je m'y prends pour préparer ce genre de morceau, quelle est ma méthode, comment je m'y prends, si ça peut vous aider, si ça peut vous donner des astuces, des trucs, si vous en avez besoin, ben écoutez, c'est parfait. Allez, sans plus attendre, on va commencer par un petit résumé de la campagne. Le règne de la terreur est une campagne en deux parties. La première partie se passe donc en 1789 et la seconde partie se déroule en 1794 pendant ce qu'on a appelé la terreur. Alors de quoi s'agit-il ? Les joueurs vont interpréter des personnages, des soldats, si vous utilisez les personnages pré-tirés qui sont fournis dans la campagne, et ces soldats donc vont être affectés à une besogne très morbide, puisqu'il s'agit de déplacer en fait des squelettes et des cadavres qui se trouvent dans les cimetières de Paris pour les emmener jusque dans les catacombes. Donc c'est comme ça que s'ouvre la campagne. Les joueurs sont donc des soldats de l'armée de Louis XVI, de l'armée royale, et qui vont se retrouver en fait dans un imbroglio qui va les mener à côtoyer un personnage extrêmement inquiétant et qui est le comte Fénalique. Alors si vous avez fait pour l'appel de Cthulhu la campagne Meurtre sur l'Orient Express, vous connaissez ce nom, le comte Fénalique qui est déjà abordé. Et d'ailleurs la campagne peut être utilisée comme une sorte d'insert dans la campagne de l'Orient Express. Donc revenons-en au comte Fénalique qui est en fait un vampire. Ce conte, il est extrêmement apprécié dans l'entourage du roi Louis XVI et notamment par Marie-Antoinette. Et ce conte, en fait, va accomplir des exactions pendant le premier scénario en 1789 sur lesquelles les joueurs vont être amenés à enquêter. Donc dans un premier temps, il va s'agir de mettre en avant les méfaits du comte Fénalique pour l'empêcher de nuire davantage. Puis on a une période de 5 ans où va s'installer la terreur peu après la Révolution française. Et alors là c'est encore une autre paire de manches, c'est une autre histoire. Donc voilà le contexte. On est dans les rues de Paris en 1789, la révolte gronde, le peuple est aux abois, le chaos menace de s'abattre sur le royaume de France. Et nos joueurs jouent des soldats de l'armée française. Alors je peux vous dire que c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement excitant comme contexte pour un scénario de l'appel de Cthulhu. Maintenant, reste à savoir comment on organise tout ça. Alors, si je devais émettre une critique très personnelle sur le règne de la terreur, en réalité, je lui trouve un avantage et un inconvénient qui sont extrêmement liés. Alors, je vais commencer par l'inconvénient. L'inconvénient, c'est que c'est une campagne très dirigiste. Ça signifie que les événements sont scriptés, mis dans un ordre bien particulier. Donc, la structure de l'histoire fait que les joueurs devront passer par des étapes quasi obligatoires sur tout le cheminement de l'histoire. Il y a donc peu de place à l'improvisation. Il y a d'ailleurs pratiquement pas d'endroits de Paris qui sont décrits, seuls les lieux par lesquels passent les personnages sont décrits, et ça c'est un petit peu dommage. J'aurais beaucoup apprécié une galerie de PNJ plus grande, même s'ils ne sont pas forcément liés aux événements qui se déroulent pendant le scénario. Ça aurait été quand même sympa d'avoir des PNJ avec lesquels les joueurs auraient pu interagir. Là, on est dans une structure vraiment très dirigiste, très encadrée. Et alors, du coup, c'est également un avantage. Si vous êtes un gardien néophyte, vous allez avoir relativement peu de place à l'improvisation. Tout est relativement bien scripté. Le tout, s'il faut le savoir, c'est qu'il ne faut pas que vous ayez des joueurs trop curieux qui vont peut-être vouloir explorer des pistes qui ne sont pas prévues dans la campagne, parce que là vous risquez de vous retrouver dans une certaine difficulté, vu qu'il y a pratiquement pas de sites ni de PNJ qui sont décrits, hormis ceux par lesquels passe le scénario, vous risquez de vous retrouver
un petit peu embêté. Donc voilà, ça c'est une lacune, mais en même temps un avantage, une force, il faut bien le reconnaître, puisque du coup le nombre d'informations à mémoriser et à maîtriser est relativement réduit. Alors il faut pour un gardien un petit peu plus expérimenté prendre le temps avant le début de la campagne de peut-être penser à 2-3 PNJ, 2-3 lieux, pourquoi pas 2-3 événements qui pourraient survenir et qui ne seront pas forcément en lien direct avec la campagne pour donner vie, donner corps à cette histoire. Alors d'ailleurs les auteurs ne s'y sont pas trompés en créant les PNJ. Eh bien, ils ont choisi des soldats. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile à cadrer. Vous comprenez bien que des PJ, pardon, pas des PNJ. Vous comprenez bien que des PJ, qui sont des personnages joueurs, qui sont donc des soldats, eh bien, il y a toute cette structure hiérarchique qui fait que les personnages, les joueurs sont amenés à obéir à des ordres. Donc, ils vont devoir faire ci, et ensuite, ils vont devoir faire ça. Et s'ils interprètent bien des soldats de l'armée française de l'époque, ma foi, ils sont amenés plutôt à obéir. Donc, c'est pas un hasard, hein. Les personnages qui ont été créés, c'est pas un avocat, un commerçant, etc. Même si effectivement, dans la création, dans la préparation de la campagne, des occupations sont données pour que les joueurs puissent créer leur propre personnage. En réalité, c'est relativement difficile à mettre en œuvre pour les raisons que je vous ai citées juste avant, c'est-à-dire très peu de PNJ décrits, très peu de lieux décrits, donc beaucoup de travail de la part du gardien pour permettre à des joueurs d'interpréter des personnages autres que ceux qui sont proposés. Alors l'avantage, c'est que s'ils jouent ceux qui sont proposés, les backgrounds sont très très bien pensés, les personnages sont intéressants. Voilà, sachez-le. Ok, donc comment préparer une campagne comme le règne de la terreur ? La première étape, c'est une lecture complète du livret du bouquin. Alors, le règne de la terreur n'est pas une campagne très très longue, hein. Le livre fait background compris quelque chose comme 126-125 pages. Donc c'est pas énorme pour une campagne, en sachant que ça inclut les aides de jeu, les cartes, les plans, etc. Donc première étape, lecture complète pour s'imprégner de l'ambiance, pour déjà se familiariser avec l'action, les lieux, etc. Deuxième étape, il s'agit de photocopier justement tous les documents qui sont fournis. Alors il y a des indices qui devront être distribués aux joueurs, donc je vous invite à les photocopier en couleur, à les découper, à les préparer. Il y a également des fiches de PNJ que je vous invite également à photocopier pour les avoir sous la main lorsque vous allez maîtriser. C'est toujours très désagréable d'avoir à feuilleter le manuel parce qu'il y a des fois où vous avez besoin d'informations qui sont situées à des endroits différents. Donc ayez vos PNJ et les fiches récapitulatives des PNJ photocopiés, ça sera extrêmement pratique. Et bien entendu des indices à distribuer aux joueurs le moment venu. Ça c'est toujours très bien et ça sera très utile. Donc photocopier tout ça, et ensuite passer à une seconde lecture de la campagne, mais cette fois-ci en vous arrêtant sur les éléments importants du premier scénario. En fait, vous devez bien savoir que le premier scénario qui se passe en 1789, c'est ça votre objectif. Inutile de chercher à mémoriser dans le détail l'ensemble de la campagne. C'est un boulot énorme. Donc commencez juste par l'entrée en matière de 1789 et essayer déjà de projeter on va dire la durée moyenne de votre séance. Si vous êtes un groupe qui a l'habitude de jouer par exemple un dimanche, de jouer toute la journée, en tant que gardien vous allez devoir vous assurer que vous allez pouvoir tenir la distance. Donc il va falloir en lire davantage, prendre des notes en conséquence. Et maintenant, si vous savez que par contre vous jouez plutôt par exemple le vendredi soir, comme ça va être mon cas, sur une période de 3-4 heures, vous n'avez pas besoin d'absolument tout mémoriser, mais vous pouvez anticiper où vos joueurs vont arriver. Est-ce qu'ils vont juste terminer les catacombes? Est-ce que non, on va pouvoir aller jusqu'à l'imprimerie? Donc essayez de voir en fait quel volume de travail vous allez avoir besoin en fonction du temps de jeu. Si vous jouez avec vos joueurs habituels, vous les connaissez, vous savez si ce sont des joueurs qui digressent, qui ont l'habitude de suivre des fausses pistes, qui parlent beaucoup, ou au contraire si ce sont des joueurs qui ont l'habitude d'aller droit au but.
Vous devrez également, bien entendu, moduler votre maîtrise en fonction de leur rythme. Si vous avez prévu de finir juste les catacombes et que vous vous rendez compte que le passage des catacombes est passé très vite, qu'il reste encore 1 heure de jeu et que vous n'aviez pas parfaitement préparé le passage de l'imprimerie, vous êtes un petit peu embêté. Alors ça, j'en parle dans d'autres vidéos, je vous inviterai à les consulter plus tard, mais voilà, essayez d'avoir une vision, une visibilité sur le temps de jeu et sur la longueur de votre séance. Donc, j'en reviens à ma méthodologie. Une deuxième lecture un peu plus approfondie, avec en plus de ça, les documents que vous avez photocopiés et qui vont être une aide. N'hésitez pas à stabilo-bosser, n'hésitez pas à photocopier également les passages qui vous semblent intéressants, si vous avez besoin de souligner, si vous êtes quelqu'un qui est assez visuel, ça peut vous être utile. Sachez que les auteurs de la campagne ont prévu des aides de jeu qui sont vraiment très claires et une structure qui est vraiment très lisible. Donc de ce point de vue, la campagne est vraiment bien faite. Alors en parlant des aides de jeu, vous allez trouver des plans de paris dont certains sont à poser sur la table, à donner aux joueurs. Je vous invite également à photocopier en couleur les portraits des PNJ, c'est toujours extrêmement agréable. Les joueurs adorent avoir des accessoires, des choses qui viennent se matérialiser sur la table. Alors évidemment, si vous pouvez pousser votre déco à avoir par exemple un mousquet, des chandeliers, si vous pouvez utiliser toute cette accessoirisation, ça n'en sera que plus fabuleux. Maintenant, je vais passer à mon autre conseil qui va vous aider à rajouter un petit peu de corps à cette campagne. Les auteurs ont prévu beaucoup d'informations, ça va de combien coûte une miche de pain, quel est le salaire moyen d'un ouvrier à Paris en 1789, mais toutefois, il va vous manquer l'ambiance, et ça, l'ambiance, un texte le retranscrit difficilement. Alors c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous plonger dans des documentaires. On en trouve de toutes sortes, que ce soit sur des plateformes de streaming, que ce soit en DVD, en Blu-ray, on en trouve énormément sur cette période troublée qui est la Révolution française de 1789. Regardez-en, il y a même une série qui s'appelle La Révolution sur Netflix, qui mêle un petit peu fantastique et historique. Le tout, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'imprégner votre esprit d'images, de détails, d'ambiance et peut-être même d'émotions que vous pourrez retranscrire pendant que vous allez maîtriser. Si vous attaquez cette campagne comme n'importe quelle autre campagne ou scénario que vous avez déjà joué dans les années 20, eh bien, vous allez en faire quelque chose de plutôt neutre. Alors que si vous vous imprégnez de ces images, vous verrez. Tenez, pensez au vocabulaire des PNJ par exemple, lorsqu'ils vont avoir affaire au comte Fénadique ou à d'autres PNJ comme leur commandant. Il est bien évident que si vous avez regardé des documentaires, qu'ils soient historiques ou de fiction, vous allez pouvoir agrémenter votre interprétation des PNJ avec ce vocabulaire qui va rendre votre interprétation plus vraie que nature et qui va venir contribuer à renforcer l'ambiance de votre campagne. Alors il y a des musiques également que vous allez pouvoir récupérer. Moi j'en utilise quelques-unes, des bandes originales de films que je peux aller récupérer sur Deezer, dont je dispose en CD que j'ai transféré en MP3. Alors je vous citerai ne serait-ce que la bande originale du Bâtard de Dieu de Germinal Ténace de mémoire, qui est une bande originale absolument magnifique. Si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à le regarder, ou la bande originale du film La Reine Margot. Tout ça, ça va vous donner des éléments audio qui vont vous permettre de vraiment poser l'ambiance. Et vous verrez que l'ambiance dans ce genre de scénario, c'est très important. Sinon, autant jouer dans du contemporain. Autre petit conseil, alors comme je vous le disais, la campagne est extrêmement scriptée, elle est plutôt linéaire. Il y a donc des événements qui sont inévitables, incontournables. Donc ce que vous pouvez faire avant d'attaquer la campagne, et c'est ce que je vais faire, c'est déjà commencer à répéter certaines scènes. Par exemple, une des scènes clés, c'est la rencontre avec le comte Fénadique pour la toute première fois à Versailles. Eh bien, on peut déjà commencer à imaginer les personnages des joueurs qui arrivent à Versailles. On peut commencer déjà à anticiper l'arrivée du comte Fénadique. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Alors c'est décrit dans la campagne, bien entendu, c'est un personnage extrêmement hautain, sûr de lui, doté d'un grand pouvoir, d'un grand charisme, et qui en même temps est très imbu de lui, car
conscient de son pouvoir. Alors, vous pouvez commencer à imaginer déjà un dialogue, vous pouvez commencer à imaginer comment il va interpeller les personnages. En plus, il y a un défi de pouvoir dans cette scène, pouvoir contre pouvoir. Et si le comte Fenalik remporte cette opposition, eh ben, il écrase en quelque sorte le personnage contre lequel il a gagné. Donc il y a un véritable enjeu. Mais vous, ça sera toujours bien, ça sera toujours top si vous prenez le temps d'anticiper cette scène et de commencer à voir quelle phrase il va dire, sur quel ton il va s'exprimer. Alors n'hésitez pas à vous lever, n'hésitez pas à pointer le joueur du doigt et à lui parler de la façon dont le comte le ferait, hein, c'est-à-dire avec beaucoup de morgue, beaucoup de suffisance, hein. Pour lui, les personnages et tous les mortels qu'il y a autour ne sont que quantité négligeable. Voilà. Donc anticipez ces scènes-là, elles sont très bien décrites dans le manuel. Prenez votre temps. Bien entendu, en ne rentrant pas dans quelque chose de rigide, hein, parce que n'oubliez pas que vous avez affaire à des joueurs. Hein. Ce ne sont pas des acteurs qui vont faire ce que vous attendez d'eux, ce sont des joueurs. Donc le propre des joueurs, c'est de vous surprendre. Aménagez-vous quand même quelques soupapes de sécurité. Ne partez pas sur quelque chose de trop rigide parce que sinon vous risquez d'être désarçonné. Pensez juste à la première tirade, par exemple. La première tirade du conte que aucun des joueurs ne pourra interrompre. Bam, il faut qu'elle soit claquante, il faut qu'elle soit cinglante, il faut qu'elle soit cassante. Donc mettez-vous devant un miroir s'il le faut, imaginez le vocabulaire, mettez-vous de la musique pour vous mettre en ambiance et vous verrez que si vous faites ça pour les 2-3 scènes clés de la campagne, vous allez marquer les esprits. Alors, un autre petit conseil d'ordre purement pratique, j'utilise le cœur des règles de l'appel de Cthulhu, hein, le système Chaosium. En réalité, si vous regardez le manuel du gardien et celui de l'investigateur, sont énormes, mais en réalité, ce dont vous avez besoin tient dans un petit livret qui est celui-ci, et qui est le livret de règles, les règles de base de l'appel de Cthulhu, donc le livre 2 du kit d'initiation à l'appel de Cthulhu. En réalité, voilà, vous voyez, l'ensemble des règles indispensables pour jouer se trouve là-dedans. Autant vous dire qu'il n'y a pas grand-chose. Les manœuvres de combat, à mon goût, sont trop complexes. Il y a beaucoup de choses extrêmement, pour moi, pas inutiles, mais peut-être un peu trop complexes pour pas grand-chose. Alors que là, vous avez vraiment l'essentiel, le cœur des règles. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas encore, à peut-être faire l'acquisition, parce que je crois que la boîte, le kit d'initiation fait moins de 30 € de mémoire. Je vous invite vraiment à aller y jeter un œil, parce que voilà, avec ça, vous avez de quoi faire jouer, vous avez tout ce qui est essentiel, qui est couvert, bien entendu les combats, bien entendu la santé mentale, la règle du dé bonus et du dé malus. Alors évidemment, vous n'avez pas toutes les options de création, de personnages, toutes les occupations, etc. D'accord. Mais par contre, sincèrement, je préfère avoir à me trimballer ça plutôt que les deux gros manuels des règles complètes. Voilà. Donc c'est une option. En tout cas, pour maîtriser le règne de la terreur, ça suffit largement, vu que les personnages sont pré-tirés. Enfin, en tout cas, si vous utilisez les personnages pré-tirés. C'est ce que je vous invite à faire, sinon il y a beaucoup de boulot. Voilà. Alors la santé mentale des personnages est au cœur du jeu l'appel de Cthulhu. Aussi tout ce qui peut simplifier la gestion de cette santé mentale est le bienvenu. Alors je ne sais pas si vous pouvez encore mettre la main là-dessus, je l'ignore, mais vous avez, je vous le conseille, le jeu de cartes, je ne sais pas si on le voit bien, voilà le recueil de cartes des folies qui rassemble donc les phobies, les angoisses, les obsessions sous forme de cartes qui sont superbement illustrées. Voilà, donc d'un côté une illustration, de l'autre côté vous avez le texte avec les déclencheurs des folies, des phobies, etc. Donc c'est toujours extrêmement pratique de tendre ça par exemple à un joueur afin qu'il se l'approprie, il comprend tout de suite. Hein. Vous savez qu'il y a des jets à faire selon le nombre de points de santé mentale qu'un personnage perd. Autre élément que j'adapte pour le règne de la terreur, c'est la gestion de l'initiative que je n'aime pas du tout dans les règles standards, et j'ai décidé d'utiliser les règles du jeu de rôle Savage World. Alors pour ceux qui connaissent,
vous savez de quoi je parle. Pour les autres, sachez que Savage World, en fait, est un jeu qui utilise un jeu de 54 cartes, un jeu de cartes standard, pour gérer l'initiative. Vous distribuez à chaque joueur une carte, et ensuite l'initiative se fait par ordre décroissant de valeur de cartes, hein, en partant de l'As jusqu'au 2, en sachant que vous avez 2 jokers qui sont dans le paquet. Un joueur qui dispose d'un joker ou un PNJ peut jouer à n'importe quel moment, y compris interrompre le début du round d'un PJ ou d'un PNJ. Donc c'est extrêmement chouette. En plus, j'ai réussi à mettre la main sur voilà ce jeu de cartes Renaissance lorsque nous avons, ma famille et moi, visité les châteaux de la Loire. Donc c'est un jeu de cartes extrêmement chouette qui rassemble en fait tous les rois et les reines de la Renaissance. Donc c'est toujours extrêmement sympa pour venir camper l'ambiance. Donc je distribuerai ces cartes là en fait à mes joueurs pour gérer l'initiative, et je vous assure qu'il y a un côté extrêmement fun à découvrir la carte que le maître de jeu, que le gardien vient de vous distribuer pour pouvoir agir au moment opportun. C'est toujours plus rapide qu'un G2D avec des calculs ou que de consulter une feuille de personnage ou une table. Voilà, j'ai ma carte, je sais que si j'ai le 9, eh ben, j'agirai avant le 8, après le 10 et ainsi de suite. Et puis elles sont chouettes ces cartes. Alors voilà comment je prépare la campagne Le Règne de la Terreur. Je la fais jouer là à partir de jeudi. Donc je vous dirai dans une vidéo ultérieure si ça s'est bien passé, si effectivement les choses se sont déroulées à peu près comme je l'espère, comment les joueurs se sont emparés de cette histoire. Je vous ferai un petit retour vidéo si vous estimez que ça peut être sympa. Alors n'hésitez pas du coup à me dire ça en commentaire, hein, si ce genre de retour de partie peut vous être utile, j'adorerais le savoir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah écoutez, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à le faire, il suffit d'un petit clic, et comme ça vous serez informé de toutes les vidéos que je serai amené à publier. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que vous y aurez gagné des informations utiles. En attendant, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas que le jeu de rôle, en parler c'est bien, en revanche y jouer c'est beaucoup mieux. Allez, à très bientôt les rôlistes. Ciao, bye.